Donc te remercier parce que tu viens de loin, parce que tu as déjà beaucoup travaillé pour le colloque Charcot et que tu as accepté d'ouvrir ce cycle de conférences avec nous ce soir. Je parlais aussi du fait que tu étais membre du cercle freudien, que tu en as été la présidente, alors là je ne savais plus très bien, 2003-2005 4-6 je dirais. Bon, je dois le savoir mieux moi. Et que tu as été représentante du cercle freudien au groupe de contact. Et j'expliquais que le groupe de contact, c'était la rencontre et le travail commun de nombreuses associations d'analystes qui jusqu'ici n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, puisqu'il y avait les lacaniens et les analystes de la SPP. Et c'est un groupe qui s'est constitué comme interface avec l'État à l'occasion du débat parlementaire sur la réglementation des psychothérapies et la nouvelle législation concernant le titre de psychothérapeute. L'objectif, et là je cite ce que j'ai lu, c'était de faire en sorte que la pratique psychanalytique et la formation des psychanalystes restent sous la responsabilité pleine et entière des institutions psychanalytiques. Bravo. Il s'agissait donc de soutenir l'autonomie interne de la psychanalyse. On peut lire aussi que la psychanalyse se démarque de toutes les autres méthodes psychologiques et psychothérapiques, car en privilégiant l'interprétation du transfert au lieu de l'utiliser, elle cherche sans aucune volonté d'adaptation à quelque modèle préétabli que ce soit, à éliminer tant que faire se peut toute suggestion. Alors, il faut dire que ce n'est pas une question nouvelle et que cette question était depuis les années 80, je crois 89, à l'ordre du jour avec l'appui. L'appui Association pour une instance. C'est une association que tu avais rejoint très rapidement, si ce n'est dès le début, au début, autour de Serge Leclerc. Il s'agissait de créer une instance tierce, une instance ordinale, représentative du mouvement psychanalytique français, ce qui n'a pas manqué de susciter des réactions. Mais on peut dire que dans l'histoire de la psychanalyse, ce projet avait pour but d'éviter ce qui allait se passer quelques décennies plus tard, concernant l'inscription sociale de la psychanalyse. Et l'idée, c'était qu'il valait mieux que les psychanalystes proposent plutôt que d'attendre que l'État dispose. Donc l'appui constituait en quelque sorte les prémices du groupe de contact. Alors, il s'agit aujourd'hui de soutenir la spécificité et l'extraterritorialité de la psychanalyse, là où l'État l'intègre dans le champ des psychothérapies. Et vous savez que même si les décrets sont passés, le débat est loin d'être clos. Est-ce qu'il faut s'inscrire sur les listes officielles des psychothérapeutes ou maintenir ce qui nous est spécifique, même si la psychanalyse a un effet thérapeutique? C'est même la seule psychothérapie, comme le soutenait Olivier Grignon, ce que je soutiens aussi. Et c'est bien cette question qui nous réunit ici, autour du thème de la guérison. En quoi la guérison en psychanalyse diffère de ce qu'on met généralement sous le terme de guérison? Voilà, alors je te laisse la parole, Daniel. Merci. Avec ce point de départ, il faut une instance représentative de la psychanalyse dans sa spécificité. On n'a pas trouvé de forme pour l'instance, mais on a passé 10 ans à réfléchir ensemble, à travailler sur le métier de psychanalyste. C'était le centre. En quoi ça consiste le métier de psychanalyste qui ne se confond pas avec une autre pratique. Et s'il n'y avait pas eu cette réflexion de 10 ans, jamais on n'aurait pu faire en sorte que le groupe de contact dure et continue. Le groupe de contact qui est réfléchissons ensemble à une politique qui serait la meilleure possible pour la psychanalyse. Et ma foi, ça a quand même assez bien marché. Puisque la psychanalyse, les psychanalystes ils peuvent être pris comme psychothérapeutes s'ils sont inscrits dans une association, un point c'est tout. Bon, je laisse cette histoire-là. Et je vais essayer de vous parler de la vérité. Alors j'ai annoncé, si vous entendez plus, vous le dites. Hein.
J'ai annoncé un titre d'une prétention, d'une mégalomanie. La vérité chez Freud et Lacan. Même 18 thèses n'y suffirait pas. Donc, ce que je veux faire, c'est donner comme ça un aperçu de la façon dont les questions se posent, un aperçu qui a pour objectif de décoller la question de la vérité de la façon dont elle s'est posée depuis le Moyen-Âge, au moins, sans doute avant, je ne sais pas, et aussi de montrer comment l'expérience psychanalytique, la pratique psychanalytique, apporte du nouveau, pour reprendre une expression chère à Lacan, apporte du nouveau et un nouveau, radicalement nouveau, sur ce que c'est que la vérité et la recherche de la vérité. Traditionnellement, depuis le Moyen-Âge, la vérité est définie comme adequatio rei et intellectu, l'adéquation de la chose. Quoi qu'il en soit des coquetteries des religions, l'idéal exprimé ainsi revient à une confusion qu'on fait aujourd'hui tout le temps, c'est-à-dire que la réalité et la vérité ne sont pas distinguées ni distinguables. On confond les deux. C'est un des résultats de la psychanalyse que, non, on le verra à la fin, la réalité c'est une chose et la vérité c'en est une autre. Qu'est-ce que ça serait aujourd'hui, pas au Moyen-Âge, mais aujourd'hui, une parfaite adéquation du langage, ce qui est dit et de la chose même? Ça serait, l'image m'est venue, je l'ai trouvée élégante, comme un morceau de viande emballé dans du plastique transparent. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du tout, on ne voit pas qu'il y a un emballage. Tout ce qu'on voit, c'est que un morceau de viande protégé. Voilà. La psychanalyse montre que c'est pas comme ça que ça marche, que le langage ne peut pas faire ça, il ne peut pas coller au réel. Freud le montre dans la pratique. Lacan dit pourquoi. Lacan repense Freud. C'est tout ce que dit Freud, mais repensé. Autrement, le sujet de mon exposé, c'est pas la vérité en psychanalyse, c'est quoi, mais plutôt ce que je disais tout à l'heure. Qu'est-ce que la psychanalyse apporte de nouveau à la question de la vérité? Pour traiter cette question, on est un peu dans la suite du colloque Charcot. J'ai trouvé bien, ça m'a plu, de traiter exclusivement un cas des études sur l'hystérie. Vous avez peut-être reçu l'annonce à la dernière minute sur vos mails. Elisabeth von R. Alors, on va, si vous voulez bien, suivre pas à pas Freud racontant son expérience, la cure d'Elisabeth von R, et au fur et à mesure, essayer de dégager comment, à quelles conditions et de quelle façon la question de la vérité apparaît de façon répétitive et à chaque fois modifiée dans cette cure que je ne saurais trop vous recommander de lire, et même en cartel. D'abord, si vous avez besoin d'un contrôle, vous commencez par prendre des études sur l'hystérie. Si vous ne travaillez pas tout seul, si vous travaillez pas tout seul, vous pouvez pas traverser sans rien voir, comme on fait souvent avec les textes. On voit un joli paysage de temps en temps. Vous êtes obligé de lire pas à pas. Et ma foi, au fond, ce que j'aimerais faire ce soir, c'est vous lire Elisabeth von R en entier, du début jusqu'à la fin, en vous disant, là j'ai souligné la phrase. Bon, je vais essayer de le résumer et de faire quelques commentaires au fur et à mesure. Pourquoi ce cas? Il y a page 109 une phrase déterminante. Ce fut ma première analyse complète d'une hystérie. Et puis, ça commence en 92, et je pense que ça a dû durer 1 an, d'après ce que j'ai compris.
Donc c'est pendant que Charcot est encore vivant quand ça commence, et vous étiez probablement, beaucoup d'entre vous étaient au colloque Charcot. Il meurt dans le milieu de l'année, au mois d'août 93, et Freud, qui est revenu de Paris 7-8 ans auparavant, est quand même encore sous le coup de l'impression que lui a faite la façon dont la question de l'hystérie se posait à la Salpêtrière. Ou plutôt, pas la façon dont elle se posait, mais la façon dont on la travaillait. J'ai insisté au colloque Charcot sur le coup d'œil, qui était Charcot, ce qu'il aimait, c'était découvrir un point, c'est-à-dire voir quelque chose que les autres n'avaient jamais vu et que lui-même aurait dû voir depuis longtemps. Et je crois bien que Freud était absolument du même acabit. Peut-être que c'était plus dans les oreilles, mais je crois que ce truc-là, voir le truc qu'on n'avait pas vu, qui remet en cause les savoirs existants, mais qu'il faut cependant transformer en un savoir, c'est le désir du chercheur. Ça, c'est un point. Voilà. Donc, on est dans un moment où la psychanalyse a l'état naissant. Vous verrez au passage que on ne pratique plus la psychanalyse comme Freud le raconte, que pour les différences, on pourra en parler si on a le temps, mais vous la voyez surgir dans toutes ces exigences. Freud signale au passage ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas manquer, ce qui est important de remarquer. Bon, voilà. Le parti pris de départ, c'est quand même adéquatio rei et intellectu, c'est-à-dire il veut trouver la formule exacte, la façon exacte de rendre compte du symptôme hystérique. Donc il veut vraiment trouver que ça marche ensemble, décrire le fonctionnement hystérique. Il va le faire sur un cas, puis sur un autre cas, et un autre cas encore, et il va trouver des vérités générales qui ne sont pas sans retrouver celles que Charcot avait apportées, et pas non plus sans les, comment on dit, détrouver, sans trouver autre chose, quoi. Il faudra longtemps, là je fais dans l'avenir, une plongée dans l'avenir, il faudra longtemps pour que Freud se détache de cette idée qu'il faut trouver la façon scientifique de dire le fonctionnement psychique. Il lui faudra longtemps, on peut dire progressivement, il va renoncer de plus en plus, mais je crois que le texte déterminant là-dessus est un autre texte de Freud passionnant, c'est le 3e chapitre du Moïse. Dans le 3e chapitre du Moïse, il dit des choses complètement sidérantes sur la vérité, ce qu'il appelle la vérité historique. Il dit qu'il s'est passé des choses dans un passé si lointain que personne ne pourra jamais en retrouver rien, que les monuments, les traces, pas les traces justement, mais les restes ont disparu complètement, que donc on ne va pas pouvoir jouer à reconstituer l'archéologie et tout ça. Mais ces événements, comme le meurtre du père, comme le meurtre de Moïse, l'histoire de Moïse, etc., tout ça a disparu complètement, a laissé, semble-t-il, des inscriptions dans le psychisme dont personne ne pourra jamais reconstituer la véritable teneur, mais qui restent comme ça prégnantes, qui nous obligent à certaines choses, qui sont des contraintes. Par exemple, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais la fonction paternelle, on ne peut pas s'en passer. Sinon on déconne trop, sinon il y a effondrement. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. C'est pas, la question donc n'est pas de savoir si vraiment les premiers hommes ont tué les premiers pères, ou le premier père, c'est pas ça la question, c'est qu'il y a là, on projette dans le passé quelque chose dont on ne peut pas faire l'économie, même si on essaye. C'est ça qu'il appelle vérité historique. Donc à la fin de sa vie, et c'est des problèmes comme celui-là que Lacan permettra de considérer autrement en disant ce que je vous dirai tout à l'heure.
Donc pour le moment, Freud revient de chez Charcot, il est encore sous l'empire de la Salpêtrière, c'est-à-dire sous l'effet, disons, du dernier Charcot, celui de La foi qui guérit. Vous savez que Charcot il avait trouvé chez les Anglais le terme d'attente croyante qui sera repris par Freud. Et il disait, ben voilà, les miracles ne sont pas des miracles, ce sont des exemples de guérison hystérique comme on en voit beaucoup. Ce sont des choses culturellement établies depuis longtemps et il lui faut un certain nombre de conditions. L'attente croyante étant préparée par un long temps d'attente, une espérance, une préparation, des rituels, et puis voilà, que ça se passe ou ça passe pas, mais voilà. Charcot n'était pas un imbécile, loin de là. Autrement dit, remarquons-le au passage, la question de l'hystérie repose à nouveau frais la question des rapports de l'âme et du corps. Que vous vous souvenez, enfin vous savez peut-être, Descartes a laissé cette question pendante. Il avait toujours des correspondantes féminines, il y en a une qu'il aimait beaucoup, qui s'appelait la princesse Élisabeth, et qu'il s'acharnait à lui demander, mais enfin, les rapports de l'âme et du corps, qu'est-ce que vous pouvez en dire, vous qui savez tout, vous qui êtes si savant et si intelligent? Et le mieux qu'il ait répondu, c'est un peu comme Lénine, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Les rapports de l'âme et du corps, ça s'expérimente, un point c'est tout. Alors, Élisabeth, je vous raconte ça parce que ce n'est pas son rapport. Élisabeth était si déçue de cette réponse qu'elle a arrêté de discuter avec lui de science et de philosophie et elle s'est mise à le renvoyer à sa position de médecin, c'est-à-dire qu'elle ne lui écrivait plus que pour dire le nouveau pas de travers qu'elle s'était trouvé depuis la dernière lettre. Et puis, bon, il a fini par se fatiguer de lui dire allez aux eaux, prenez des bains, marchez, mangez des prunes ou des pommes. Et la correspondance s'est terminée comme ça. Donc il y a des précurseurs des difficultés de l'hystérique avec son médecin, et non des moindres. Alors donc, Élisabeth, comme il y a tout ce retard, je ne pourrais peut-être pas vous lire les passages au fur et à mesure. Heureusement, j'ai noté les pages, mais je vous dis le début. Mademoiselle Elisabeth von R. Au cours de l'automne 1892, un médecin de mes amis me demanda d'examiner une jeune fille qui, depuis plus de 2 ans, souffrait de douleurs dans les jambes et marchait avec difficulté. Il ajouta qu'il s'agissait, d'après lui, d'une hystérie, bien qu'aucun des symptômes habituels de cette névrose ne soit décelable. Symptômes habituels de cette névrose, voir la Salpêtrière. Je ne vais pas les rappeler, hein. Vous verrez ça là. Enfin, vous allez en trouver un au passage. La notion de zone hystérogène, Freud va en faire un grand usage, et Elisabeth aussi. Bon, elle n'a pas de convulsion, elle n'a pas d'aura, elle n'a pas de choses comme ça. D'abord, la malade avait perdu son père, puis sa mère puis sa mère avait dû subir une grave opération aux yeux, et bientôt après, une de ses sœurs mariées était morte d'une affection cardiaque. C'est notre patiente qui avait eu la plus grande part de tous les soucis, ainsi que de tous les soins à donner. Voilà, on retrouvera l'histoire d'Élisabeth plus en détail. Voilà comment c'est interrompu. Le traitement d'Élisabeth, on va le diviser en 5 parties, disons. Il y a une partie très importante pour nous qui est le diagnostic. Ensuite, ce qu'il appelle un succès d'année de traitement, un faux traitement qui dure 1 mois et pendant lequel se pose la question comment faire pour que cette jeune fille accepte un traitement psychique. Et puis le traitement psychique commence à proprement parler. Et il y a 3 étapes plus une, ou peut-être 2, les 3 étapes qui nous intéressent. Voilà, je ne leur ai pas donné de nom. Dans la première, elle, comme dit Freud, elle raconte ce qu'elle connaît, ce qui est connu d'elle. Dans la deuxième, la question érotique est introduite.
Et dans la troisième, la question érotique revient au présent et personnalisée. Et dans la quatrième, Freud met son nez dans l'affaire et les résultats ne sont pas forcément excellents. Alors, le diagnostic. Le diagnostic, il est d'abord fait un diagnostic de médecin avec à la Charcot, quoi. La question étant, on me dit qu'elle est hystérique, quels signes de l'hystérie vais-je pouvoir repérer et en même temps, parallèlement à la question des signes de l'hystérie, il y a un examen clinique, au sens plus médical. Les douleurs, comment expliquer les douleurs? Il suppose un truc dont je ne sais pas si ça existe encore, rhumatisme musculaire chronique. Ça existe encore, les médecins? Non. Ça existe encore, ça? Rhumatisme musculaire, j'ai bien dit musculaire. Bon, à l'époque, ça existait. Il y a toujours, je crois, dans la médecine, des diagnostics, qui sont des mots, quoi. Oui. Il y a toujours des diagnostics comme ça, comme les patients qui viennent dire j'ai une, je sais pas quoi, une normopathie. Bon, enfin bon, il y a ce diagnostic et puis comme il tape de près, il constate quand même qu'il y a des cordons durs dans les muscles, à l'intérieur des muscles on sent des cordons durs, donc on peut rapporter ça à une contraction hystérique. Donc ça pourrait aller, l'hystérie, du point de vue strictement du corps, ça peut aller. Mais finalement ce ne sont pas ces symptômes qui vont l'intéresser. Les symptômes, le premier qu'il accroche, c'est la belle indifférence. C'est-à-dire que la jeune fille, après tout ce qu'elle a vécu, elle n'a même pas l'air triste. Elle n'exprime pas les douleurs morales auxquelles, sans doute, elle doit être exposée. Elle est exposée. Belle indifférence. Deuxième signe, le flou des descriptions des symptômes. Alors ça, faites bien attention, enfin je veux dire, bon... Je trouve que c'est tellement formidable. Hein. Le flou dans la description des symptômes. Et il oppose ça à la neurasthénie. Je n'ai pas le temps de vous lire les textes, mais après tout, page 107. Ça voilà à droite, en bas à droite. Il y a un chapitre sur le rapport du patient neurasthénique hypochondriaque à sa douleur qui vaut vraiment son pesant de... C'est formidable. Enfin, il n'en finit pas de décrire ses symptômes, et il a toujours l'impression qu'il a mal décrit, il faut qu'il recommence et qu'il le redise encore, et voilà, il a peur qu'on ne le comprenne pas. Alors, Elisabeth, c'est le contraire. Donc, conclusion, on peut penser que les douleurs ne sont que concomitantes et que son attention est tournée vers autre chose que les douleurs. En réalité, son attention est tournée vers des pensées mystérieuses qui, sans doute, sont liées à ses souffrances morales. Alors, c'est ce lieu-là, les pensées mystérieuses qui s'accompagnent de douleurs, qu'il va falloir chercher dans le traitement psychique. Voilà pour le diagnostic. Enfin, il y aura encore d'autres éléments qui viendront. Non, il y en a un autre. Il y en a un autre qui vient tout de suite. Ce sont ses réactions à l'examen tâté, quoi. Au lieu, elle dit qu'elle a très mal, que ça lui fait très mal. Quand on la pince ou quand on pousse les zones douloureuses, ça devrait lui faire mal. Donc elle dit que ça fait très mal, mais en fait, elle devient toute rouge, elle pousse des petits cris. Bon, bref, cela correspond... À quoi cela correspond? Mais il est clair que ça a mis la puce à l'oreille de Freud. Mais bon, on n'en parle pas à ce moment-là. Il n'en parle pas dans le texte à ce moment-là. Il signale simplement ce type de réaction qui oriente évidemment vers l'hystérie. Voilà. Alors, voilà pour le diagnostic. Le faux traitement. On décide d'un traitement mixte qui va durer 1 mois. Et voilà en quoi consiste le traitement. On lui prescrit des massages et des faradisations. Je ne sais pas exactement ce que c'est que les faradisations, mais je pense que c'est ce que font vos kinés quand ils vous branchent des trucs électriques et qui font contracter les muscles. Mais alors il y a un autre traitement, donc ça c'est les assistants qui vont le faire.
Mais Freud se réserve un autre traitement qu'il appelle franklinisation. Est-ce que vous savez ce que c'est la franklinisation? C'est pareil, l'électrothérapie. Hein? C'est de l'électrothérapie. Avec des électrodes, et Franklin, c'est le genre de Franklin. Mais Franklin, c'est le paratonnerre. Bon, bah, écoute, tu sais pas plus que moi ce que c'est. Tu sais pas mieux que moi ce que c'est, mais moi je vais te dire ce qu'on raconte Freud. Ce sont des chocs électriques. Donc c'est pas pom 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 pom, ce sont des chocs électriques, des électrochocs des muscles. Pardon? Pardon? Sur les muscles. Et alors, il décide de faire ça lui-même pour garder le contact, pour ne pas perdre le contact. Comme il a fait le diagnostic déjà, il pense déjà à son traitement psychique. Donc, et alors il s'aperçoit de quoi? Qu'elle apprécie les chocs douloureux, et plus ils sont douloureux, plus elle est contente. C'est-à-dire plus elle dit que ça lui fait vraiment du bien. Et puis, la prise de pouvoir médical, elle existe aussi. D'abord parce qu'il se permet de lui faire des chocs. Il a déjà dit on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Et puis il lui dit une injonction vigoureuse de marcher. Elle demande si elle doit marcher ou s'économiser. Il lui dit marchez, marchez, marchez. Bon, et pendant ce temps, mais ça malheureusement il ne donne aucune explication, pendant ce temps les assistants préparent la patiente au traitement psychique. Et malheureusement, il ne dit pas du tout comment ils s'y sont pris, mais nous retrouvons là la question de l'adresse. Après tout, nous aussi, les gens qui viennent nous voir, si on est psychanalyste, quelqu'un leur a dit « tu devrais y aller » ou « tu peux y aller » ou il y a eu une transition sur laquelle on réfléchit souvent, sans en tirer grand-chose d'ailleurs, il me semble. Donc, enfin, on ne sait pas comment ça se passe, mais le traitement est proposé et accepté. Remarque, première remarque de Freud. Ça sera difficile. Il est content qu'elle accepte, mais il s'aperçoit en cours de route que ça a été très difficile. Ça a été difficile parce que ce qui a été difficile, c'est de mettre en rapport l'histoire de la maladie avec le mal lui-même. Et pourtant, la cause et la détermination du symptôme, comme de la maladie hystérique, doivent se trouver là, puisque j'ai fait mon diagnostic d'hystérie. Alors, je dis ça tout de suite, à la fin du texte, il y aura une discussion absolument extraordinaire. Oh non, je ne vais pas le dire tout de suite. Si, quand même, puisque je viens de dire. Il y a une discussion de Freud absolument extraordinaire où il dit elle a accepté le traitement, mais on y vient tout de suite. Oui, voilà, on y vient tout de suite. Donc, le traitement débute. Première instruction de Freud. Lorsqu'on entretient un traitement de cette sorte, le premier pas est de demander au malade s'il connaît l'origine et le motif de son mal. Si on a le sentiment qu'il le connaît, on a affaire à un secret. Il y aura donc moyen, si c'est un secret, il y aura moyen de le convaincre par, 1, l'intérêt qu'on lui témoigne, 2, la compréhension dont on fait preuve, et 3, l'espoir de guérison qu'on fait reluire à ses yeux. Donc ça, c'est un truc pour le médecin. Il n'y a pas besoin d'un analyste pour ça. Sauf que, voilà. Et il introduit ici la distinction entre un secret et un danger. Il se lance donc dans ce traitement et à la fin, il s'apercevra que sinon un corps étranger, l'isolement de l'idée qui finalement sera avérée comme la vraie cause de la maladie, il avait déjà été opéré et, dit-il, sans cela, c'est-à-dire si la malade n'avait pas refoulé, je prends un terme qui existe à peine à l'époque chez Freud, disons isolé, certains groupes d'idées, elle n'aurait jamais accepté le traitement psychique. Je vous laisse réfléchir aux implications que ça a sur les patients qui viennent nous voir et ceux qui ne viennent pas nous voir. C'est un appel du pied, mais on retrouvera le suivant après.
Donc, Freud pense qu'elle sait l'origine de son mal, donc on est dans la perspective du secret, donc pas d'hypnose, c'est-à-dire on reviendra après sur la question. Elle va simplement raconter son histoire, tout ce qui lui est connu. Mais pendant qu'elle raconte son histoire, il ne dort pas, il ne s'ennuie pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il note les inconséquences dans le discours, c'est-à-dire les associations énigmatiques et les endroits où il semble manquer un maillon, se réservant d'employer une technique spéciale, c'est comme ça qu'il s'exprime, pour explorer les couches profondes. Donc dans les trous, là, les trous, les incohérences, les trucs, c'est noté parce que c'est là qu'il faudra aller voir quand ce sera le moment. Il décrit aussi comment ça se passe quand elle raconte. Généralement, elle est allongée, les yeux fermés. Parfois, elle se lève, il l'autorise. Il précise qu'il l'autorise à s'asseoir, à regarder, à tourner la tête. Parfois, elle bouge. Et parfois, quand elle est allongée comme sous hypnose. Et quand ce dont elle parle la touche particulièrement. Il fait cette remarque. Et c'est pour dire que c'est ce qu'il faut qu'on fasse aussi. Bon, puis vient son histoire. Donc, elle est la cadette de 3 filles, d'une famille très aisée, très très aisée, et très unie. La mère est malade des yeux, et puis un peu plus loin, Freud dira qu'elle a aussi, pendant très longtemps, elle a eu un mauvais caractère névrotique. Donc la mère, c'est pas cadeau, même si elle est gentille, et plus tard Freud s'apercevra que c'est une femme qui a du bon sens et de la finesse. Le père, au contraire, c'est un compagnon, c'est avec son père qu'elle s'amuse et qu'elle discute, quoi. Et lui-même dit d'elle qu'elle est pour lui comme un fils et un ami. Donc on peut penser qu'il l'emmène à la chasse, etc. Tout ça se passe dans la campagne hongroise, dans une grande propriété de la campagne hongroise, comme on rêve parfois. Élisabeth elle-même, bon, elle est indépendante, elle ne veut pas se soumettre, elle discutaille, et son père lui dit qu'en étant comme ça, elle ne pourra jamais trouver de mari, mais justement, elle n'en veut pas, elle n'a pas envie de faire la femme, de faire l'épouse, de perdre son indépendance, de renoncer à apporter des choses nouvelles dans le monde, elle ne veut pas se marier. Et puis les filles grandissent, on part en ville parce qu'il va falloir assurer leur avenir. Donc c'est le bonheur. Voilà. Et c'est à ce moment-là que les malheurs commencent. Le père tombe malade, il est cardiaque, il va être malade pendant 1 an et demi et mourir. Et qui est-ce qui le soigne? Jour et nuit, c'est Élisabeth. Il mourra donc au bout d'1 an et demi. Autrement dit, mais c'est ce qu'on peut se dire, ça n'arrive pas dans le dit de la fille. Autrement dit, pour ce qui est des questions d'amour, ben non, ça tombe pas bien. Vous rencontrez les jeunes gens, parce qu'après la mort du père, il y a 1 an de deuil, donc on ne sort pas, pas beaucoup de rencontres. Premier malheur. Deuxième malheur. Alors, à chaque fois, Élisabeth se dit « Ah, mais je vais réussir à réunir la famille, à retrouver le bonheur. » Et d'ailleurs, il a été dit qu'elle met un peu un bémol sur son mauvais caractère pour être celle qui fait tenir la famille ensemble, qui facilite les choses. Elle se dit. Malheur numéro 2. La sœur aînée, au bout d'1 an du deuil, la sœur aînée a trouvé quand même un garçon. Elle se marie avec un garçon brillant, mais qui s'avère assez vite insupportable. En tout cas, insupportable pour Élisabeth. Il manque de respect à la maman. Elle lui fait des scènes. Elle veut que sa sœur soit d'accord avec elle. La sœur dit non, mon mari c'est mon mari. Et puis ils partent habiter ailleurs. Les 2 jeunes mariés partent habiter ailleurs. Donc voilà que la famille... malheur numéro 2. Et puis là-dessus survient quand même un bonheur. Mais un bonheur dont on va voir que c'est la 2e sœur se marie, elle, avec un homme délicieux. Et en plus, ils vont faire un enfant qu'Élisabeth va adorer. Donc ça, c'est un moment où le bonheur a l'air de revenir. Il y a quand même un bout de malheur là-dedans, parce que la maladie de la mère s'aggrave et Élisabeth la soigne.
Et son humeur s'en ressent. Parce que chaque fois que le bonheur a l'air de revenir, il faut qu'il arrive quelque chose qui la fixe à la maison. Et c'est dans cette période que la maladie se déclare. Dans cette période, c'est-à-dire... Ah non, pardon, j'ai sauté un malheur. Le 4e malheur, donc elle la soigne, et puis les choses... la sœur, deuxième sœur, fait une deuxième grossesse. Et elle est fort mal dans cette deuxième grossesse, au point qu'elle va en mourir. Et c'est à cette période-là que la maladie se déclare. Ils vont en vacances tous ensemble. Donc c'est le début de la grossesse. Je ne sais pas exactement, ça c'est pas précisé. Ils vont en vacances tous ensemble. Et à la fin des vacances, les douleurs se déclenchent et n'arrêteront plus. Les nouvelles de la sœur vont rapidement être alarmantes. Et donc les douleurs se déclenchent. Mais mon flottement, c'est celui de Freud, parce que plusieurs fois, il se trompe sur la date de déclenchement des douleurs. Toi, tu l'as bien lu, toi. Tu peux dire des trucs. Donc, les douleurs se déclenchent à la fin des vacances de bonheur, sauf que la sœur n'est pas allongée pour sa grossesse, mais peut-être qu'elle est là et qu'il faut qu'elle reparte. Bref, les douleurs se déclenchent. Le médecin dit à la fin des vacances à Elisabeth, ah ben pour vos douleurs, vous allez faire une cure dans une ville d'eau. Elle y va avec sa mère, évidemment, puisqu'une jeune fille pas toute seule. Et au milieu du séjour, voilà qu'on leur demande de retourner d'urgence voir la sœur qui est au plus mal. Elles prennent le train, toutes les deux. Les douleurs dans le train sont affreuses, horribles. Et puis quand ils arrivent au petit matin dans la banlieue de Vienne, personne ne vient leur ouvrir la porte. Bref, il est trop tard pour dire adieu à la sœur. Donc ça, c'est le dernier malheur. Donc Elisabeth va rester malade et du coup, elle soigne deux malades, sa mère et elle. Elle s'enferme avec sa mère et elle. Le deuil de nouveau et puis etc. Petit indice, alors ça c'est la fin de la première période, elle a raconté son histoire. Fin de la première période, donnée par Freud par un petit indice, page 112. Elisabeth souffrit presque autant des pensées qui lui vinrent à cette occasion que du décès de sa sœur. C'est l'annonce de la suite. Je crois que j'ai oublié un malheur. Non. Si, j'ai oublié un malheur. Le mariage, enfin, un appendice du malheur. Le mariage heureux de la deuxième sœur, après, mais je ne l'ai pas oublié, c'est maintenant qui vient. Le mariage heureux de la deuxième sœur, après la mort de la deuxième sœur, de nouveau, la famille va être disloquée. C'est-à-dire que le mari prend son gosse et s'en va dans sa propre famille. Et puis Elisabeth reste seule avec sa mère. L'autre sœur est au bout de l'Autriche. Et elle reste seule à se soigner et à soigner sa mère, enfermée. Donc, résultat de la phase 1 du traitement. Aucun succès thérapeutique. Et elle ne se gêne pas pour dire à Freud, oui, c'est bien joli tout ça, mais moi, je vais toujours aussi mal. Aucun succès théorique. Les circonstances racontées n'expliquent ni l'hystérie, ni sa localisation. Et puis il y a une supposition, mais qui restera en l'air. Peut-être utilisait-elle dans sa mémoire les sensations physiques comme des faits psychiques. Mais comment se seraient faites ces substitutions dans sa mémoire? Ben c'est ce qui est écrit, hein. J'ai pas tout compris. Mais il y a quand même une idée qu'on retrouvera plus loin, c'est-à-dire que les sensations physiques peuvent venir à la place de faits psychiques. Cela dit, pour expliquer, il faudrait dire exactement comment et quand s'est faite cette substitution du physique au psychique. Mais alors, je poursuivis mon analyse, page 114.
Je poursuivis mon analyse car j'étais certain d'arriver à tirer des couches profondes de la conscience la compréhension de la motivation et de la détermination de l'hystérie et du symptôme. Je souligne cette phrase parce que je poursuivis mon analyse. D'abord, il fallait qu'elle soit d'accord. Mais c'est pour noter ce qui viendra à plusieurs reprises, c'est que l'entêtement de Freud, appelons ça entêtement pour le moment, n'est pas pour rien dans la réussite de son entreprise. Il y a un autre mot pour entêtement, c'est un désir. Un désir décidé, comme on dit à l'école de la cause. Ce qui n'est pas une mauvaise formule. Hein. Je ne lâcherai pas facilement ce que j'ai dans la tête de faire. Bon. Alors donc, devant l'échec de la première phase, changement technique, entrée dans la deuxième phase. Avant d'entrer dans la deuxième phase, faisons un petit peu le bilan sur la question de la vérité. Donc, il n'abandonne pas l'idée que si la malade révèle son secret, elle sera guérie. Et du côté de la malade, assumer la vérité, c'est-à-dire la communiquer à un autre, ça pourrait assurer la guérison à condition que ce qui vient comme vérité, ce soit bien le point où l'âme passe au corps, disons. C'est ce point-là, ce point de vérité. C'est pas la vérité en général, c'est pas l'aveu des désirs coupables, c'est pas ça. C'est le point où c'est sa conversion, le point de la conversion. Et ce qu'on verra dans cette histoire d'Élisabeth, c'est que la vérité en question, quand elle est refusée, ça fait la douleur. Quand elle est reconnue, ça la guérit, au moins suffisamment. Mais il y a quelque chose qui ne sera pas fait, c'est que cette vérité ne sera pas assumée par la patiente. Elle ne sera pas assumée dans sa dimension de désir. C'est-à-dire que la cure n'ira pas jusqu'au moment où c'est... Enfin, ça se discute. C'est du désir qui devient soutenable. Voilà le mot que je cherche. Encore quelques remarques sur vérité et guérison. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas donnée en surface. Il ne suffit pas de raconter son histoire pour qu'elle se révèle. On espère toujours. Hein. Il faut approfondir, descendre sous la surface. À ce moment-là, Freud parle beaucoup de psychologie des profondeurs. Il n'arrêtera que beaucoup plus tard. C'est une vérité, comme je viens de le dire, ponctuelle. Il s'agit d'un point qu'il faut trouver. Le point où le psyché tombe dans le soma. Tombe, bon, tourne. Ce point, il ne peut être trouvé, mais il y a une fort grande tentation de renoncer. Enfin, il y a beaucoup d'obstacles. Donc c'est le désir dont je parlais à l'instant. Ça ne va pas sans résistance. C'est-à-dire que le malade se défend contre la vérité. C'est des choses qu'on oublie tout le temps. Le malade se défend. On croit qu'il nous aime plus, ou qu'il n'est pas content du traitement. Donc cette vérité, elle est défendue, interdite, il y faut un franchissement. C'est comme ça que ça se présente à l'époque. On passe maintenant à la deuxième phase du traitement. Alors, la deuxième phase du traitement, il faut donc de techniques sérieuses pour explorer les profondeurs. Hypnose. Freud essaye l'hypnose, et Élisabeth se moque de lui, et vous figurez que vous allez m'hypnotiser d'une façon assez méchante, dit Freud. Ça ne marche pas, l'hypnose. Donc il a recours à ce qu'il appelle dans les études sur l'hystérie avant, son petit stratagème, qui était, un petit stratagème deviendra grand, parce que ça consistait à mettre la main sur le front de la malade, donc qui était étendue et lui derrière, j'imagine, ou à côté, et puis à lui dire, je vais appuyer ma main sur votre front, la première idée qui vous viendra, il faudra absolument la dire, parce que ce sera la bonne. Elle nous mettra au moins sur la voie. Et c'est pas qu'il le dit une fois, c'est qu'il insiste énormément. Donc il fait ça avec Élisabeth. Ça vous fait envie?
Je comprends. Donc voilà, il fait ça avec Elisabeth, et le résultat, c'est un long, long, long silence. Il insiste encore. On n'ose plus faire des choses comme ça. Je ne sais pas si on a raison ou si on n'a pas raison. Et finalement, vient quelque chose. À quoi vous pensez? Vous avez quoi dans la tête en ce moment? La pensée. Il vient quelque chose qui est le souvenir d'une soirée qu'elle a passée. C'est la seule fois où elle a quitté le chevet de son père. Elle est allée chez des amis. Elle y a retrouvé un jeune homme qu'elle connaissait, qui était proche de son père, qui avait été proche de son père depuis longtemps, qu'il aimait beaucoup. Elle était toujours plus ou moins attirée par ce jeune homme. Elle a dit je veux rentrer. Il a dit non, je vous raccompagnerai plus tard, Il l'a raccompagnée. Elle se souvient de la tension qu'il y avait dans la voiture au retour. Ils étaient l'un et l'autre tout près des aveux. Il n'y a pas eu d'aveu. Mais en retour au chevet du père, il y a eu la douche froide, c'est-à-dire que le père allait fort mal, son état s'était vraiment empiré, je ne sais pas si c'est vraiment ou pas vraiment d'ailleurs, mais son état s'était empiré, et voilà, quand tu veux t'amuser, bam. Donc on peut dire que c'est un malheur supplémentaire. Mais Freud a trouvé là un nouveau terrain d'investigation. Échec du premier amour, dit-il. Qu'est-ce qu'il va en tirer sur la façon de procéder? Eh bien, je vais donc chercher la cause des premières douleurs hystériques. Et je vais la trouver dans cette scène-là. Dans une scène de ce genre, mais dans cette scène-là. Manque de bol, après enquête, il s'avérera qu'il y a eu, j'ai oublié de le dire, je crois, il y a eu, pendant le traitement du père, une période d'un jour et demi, 2 jours, où elle avait déjà eu très mal aux jambes, au point qu'elle avait dû s'allonger, et puis ça avait passé, et plus personne n'y avait pensé. Donc Freud pense que c'est le début de la douleur hystérique, qui est revenue 2 ans plus tard, on ne sait pas pourquoi, ni pourquoi ça s'est arrêté, mais Freud pense que c'est le début de la douleur hystérique, et il construit son investigation sur cette idée, sauf que la douleur, les 2 jours de douleur, là, ils avaient eu lieu avant la soirée à laquelle elle pense. Donc c'est pas ça. Mais il va quand même, comme il pense quand même que ça a du rapport, cette histoire, il va chercher d'autres scènes du même genre. Et il en tire tout de suite des conclusions théoriques. Ce qui s'est passé pour produire la douleur hystérique, c'est que l'érotisme ayant été rejeté à cause de la culpabilité ou Dieu sait quoi, le rapport au père, l'investissement qui allait vers l'érotisme s'est replié sur la douleur et l'a augmenté, maintenu, sinon créé. Alors, il ne pourra pas dire qu'elle a été créée puisqu'elle était là avant, mais il va quand même essayer d'investir si c'est dans ce qui s'est passé avec le père, s'il n'y a pas une autre chose intéressante. Et la chose intéressante qui vient, dont il parle, quelques-unes, mais il en relève une, qui est que souvent, Elisabeth devait se lever la nuit, elle dormait dans la chambre de son père. Quand il l'appelait la nuit, elle se levait, elle n'avait même pas le temps de mettre des chaussures, donc elle avait les pieds froids. Et ce que Freud met en rapport avec le fait que dans ses plaintes sur ses douleurs de jambes, il n'y a pas seulement les douleurs, il y a aussi qu'elle a froid. Autre question sur ces douleurs, elle remarque elle-même que ça l'a par 2 fois, donc plusieurs fois, empêché de voir des gens qui venaient la visiter. Une fois pendant les 2 jours, où un parent était venu la voir, et quand il est revenu 2 ans plus tard, elle était de nouveau couchée pour les douleurs hystériques, pour les douleurs installées. Donc c'est une façon de dire que, voilà, mes douleurs m'empêchent de fréquenter des gens. Le résultat de ce franchissement de la 2e phase est absolument spectaculaire. Freud n'en revient pas. Il se joue sur 2 plans.
sur le savoir, même 3 je crois, sur le plan du savoir et sur le plan de, comment dire, du symptôme, pardon. Alors, sur le plan du savoir, la séance suivante, surprise totale, la malade lui sort, je sais comment se déclencher ma zone, l'endroit où j'ai mal aux jambes. Et elle raconte, un petit peu comme un Nao, elle raconte que quand elle pardon, Freud parle de pansement, les jambes de son père, la jambe était posée sur sa cuisse, et c'est juste à cet endroit où la jambe était posée qu'elle a le plus mal. Donc elle a elle-même trouvé quelque chose qui est dans son histoire. Premier point concernant ce qu'elle retrouve. Donc, du savoir insu qui remonte, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûre. Hein. Et la zone hystérogène, elle commente en disant « Ça, je l'ai toujours su, pourquoi est-ce que j'y ai jamais pensé jusqu'à maintenant ?» Vous connaissez ce genre de commentaire. Deuxième point de surprise, concernant le symptôme, celui-là, Freud écrit « Les jambes commencent à parler ». Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Les jambes commencent à parler. Donc une fois qu'elle a trouvé ce que Freud appelle encore la zone hystérogène, la zone où c'est touché, la zone où c'est touché, les jambes commencent à parler, ça veut dire qu'elle commente par mal pas mal les paroles de la jeune fille. Quand elle touche quelque chose de touchant, toucher toujours, ça lui fait mal, et normalement au début de la séance elle a pas mal, et puis elle touche quelque chose qui compte, alors elle se met à avoir mal, et puis quand elle a raconté l'histoire, alors là il faut toucher le front, et quand elle a fini de raconter l'histoire, elle a plus mal. C'est ça que Freud appelle les jambes parlent. Le symptôme est ébranlé. Freud appelle cette période-là, non, d'abord, l'état général s'améliore, elle marche, elle agit, et elle renonce à son isolement. Elle commence à rencontrer des gens, à sortir, etc. Et puis elle a presque plus mal. Presque plus jamais mal. Et va suivre, alors, après cette découverte, va suivre ce que Freud appelle une période d'abréaction. Vous pouvez regarder ce que c'est qu'une l'abréaction. Lacan en a souvent parlé. Je crois qu'à ce moment-là, Freud pense simplement que ce sont les émois passés qui ont besoin de sortir. Je ne sais pas ce que nous pensons de ça aujourd'hui. Voilà. Alors, mais cette période d'abréaction, il en profite parce qu'elle va continuer à raconter des histoires, comme les histoires qu'elle a retrouvées, elle va en raconter d'autres. Elle va faire des remarques sur, l'écoute de l'analyse du psychothérapeute. Il va découvrir que les histoires qu'elle raconte en séance, elles touchent à au nœud de sa propre histoire, lorsque, dans la journée, il s'est passé quelque chose qui a pu évoquer directement ou indirectement les dites histoires. Il donne comme exemple qu'une fois l'enfant du frère aîné, non, l'enfant du deuxième frère, de la deuxième sœur plutôt, est venu voir sa grand-mère et elle a été extrêmement touchée de la ressemblance entre l'enfant et le grand-père et son grand-père, le grand-père de l'enfant. Une autre fois. Alors, et les Freud disent, ben voilà, c'est systématique, et j'ai vu après que c'était toujours comme ça. C'est-à-dire que les souvenirs sont réveillés par des incidents de la vie quotidienne qui peuvent être en rapport avec. Elle a revu son père, quoi. Hein? Elle a revu son père dans L'Enfant perdu, tout ce que tu veux. Oui, et du coup, elle va raconter des histoires comme ça. Et du coup, Freud l'encourage à aller au-devant. Par exemple, il l'encourage à aller au cimetière sur la tombe de sa sœur. Parce que voilà, ça fait venir des histoires. Et alors, ce qui se passe au niveau de ce que Freud appelle abréaction, à ce moment-là, c'est la question de la différenciation des symptômes. Il y a d'abord Freud a compris qu'il y avait plusieurs causes
plusieurs déclenchements des symptômes. Il pose la question, qu'est-ce qu'on appelle une hystérie monosymptomatique? Ça aussi, c'est encore une question réponse à la salpêtrière. À la salpêtrière, l'hystérie, c'était d'abord ceci, la crise, ceci, cela, et puis tel et tel critère. Et Freud dit, on ne peut pas dire que ce soit vraiment monosymptomatique, on peut dire que différents symptômes liés à différentes régions psychiques, disons, sont venus se surajouter les uns aux autres pour constituer une grande zone hystérogène. Ce sont des symptômes différents mais fusionnés, dit-il. C'est quand même des choses intéressantes pour aujourd'hui. Et du coup, il est content parce que sa connaissance du mécanisme hystérique s'approfondit. Mais il y a une petite remarque qu'il fait juste après. Il n'a pas essayé d'explorer plus avant cette différenciation par symptômes parce que l'attention de la malade ne s'y appliquait pas. Eh bien oui, si son attention ne s'y applique pas, elle parlera de rien. Donc il n'essaye pas. En revanche, l'attention de la malade s'intéresse à autre chose. Et pour la rappeler, cette attention, il lui repose, pour la 4e fois, peut-être, ou je ne sais pas quoi, la même question sous une forme différente. Où naissent vos douleurs suivant les positions? Et ça l'intéresse. Elle répond en opposant la position debout et la position couchée. Et elle dit que l'épouvante a toujours été subie en position verticale. Donc elle ne mentionne pas assise avec la cuisse du père sur la position verticale. C'est notamment quand elle est arrivée dans la maison de sa sœur. Et puis quand elle est arrivée au chevet de son père en venant de quitter le jeune homme. Et puis une autre scène d'épouvante en position verticale insiste, se détache, et alors qu'on ne voit pas du tout où elle est épouvante, elle évoque une promenade à plusieurs pendant les fameuses vacances, les vacances tournant. Et à la fin de la promenade, c'est là que les douleurs ont ressurgi. Ont surgi, puisque celles qui n'allaient plus s'arrêter. Les douleurs ont surgi à la fin de la promenade. Freud demande qu'est-ce qui a bien pu faire surgir ces douleurs? Réponse, brouillage. Brouillage. Elles étaient peut-être là avant. Mais Freud dit, mais non, c'est pas possible, parce que si vous aviez eu mal, vous ne seriez pas parti en promenade. Voilà comment il fait. Donc il s'est passé quelque chose pendant la promenade. Il interroge là-dessus, et la réponse est complètement floue, embrouillée, on ne peut rien dire. Mais ça la renvoie à une autre scène, qui est le lendemain de la promenade. Elle est montée sur une colline où ils allaient souvent ensemble, la famille, les amis, où le paysage était beau. Et sur cette colline, elle a regretté le départ de sa sœur et de son beau-frère qui venaient de partir. Elle a regretté d'être seule dans la vie, d'avoir pas de chance, des malheurs. Elle a été malheureuse sur cette colline où ils avaient été tous si heureux. Elle évoque ça. Et puis elle évoque aussi qu'après pendant cette promenade, en redescendant de cette promenade, les douleurs se sont un peu calmées. Les douleurs s'étaient calmées sans doute dans la nuit. Et elles sont revenues pour ne plus jamais partir quand elle a eu un bain chaud, l'hydrothérapie, les machins. J'ai pensé que c'était le mitzvah. Bon, en tout cas, Freud lui demande mais pourquoi après le bain? Et elle répond que le frère et la belle-sœur ont habité là à un moment. Donc, Elisabeth s'intéresse à la question des différenciations par rapport à sa position, debout ou couché. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle va reconnaître que
l'histoire de la sœur, avant les inquiétudes pour la sœur et le décès de la deuxième sœur, les douleurs se calmaient quand elle était couchée, alors que avec le décès, dès avant, dans le voyage en train, pour vite aller à Vienne, essayer de la retrouver vivante, et ben, les douleurs avaient été épouvantables alors dans la couchette. Et puis là-dessus, Freud fait encore une autre remarque à propos des différenciations, donc des différenciations. Il fait encore une autre remarque. Il dit que la malade terminait à chaque fois le récit d'une série d'incidents en se plaignant de sa solitude, en allemand, Alleinstehen, être debout tout seul, et de son impuissance à avancer. Là, il n'y a pas besoin de traduire. Et Freud dit, ben voilà, il y a aussi dans ce cas, en tout cas, cette traduction symbolique dans le corps de pensées pénibles. Donc là, c'est vraiment une production symbolique de symptômes, ce que ça n'était pas avant. C'était un déplacement de traces, on ne sait pas quoi d'ailleurs. Et il dit que chez Elisabeth, ce genre de production de symboles dans le corps ne crée pas le symptôme mais le renforce, mais dans la discussion, il parlera d'une autre patiente dont il parle plusieurs fois dans les études sur l'hystérie, Cécilie, dont la névralgie faciale avait fini par céder au bout de 20 ans, je crois bien, et je ne sais pas combien de dents arrachées, enfin, un massacre, quand elle avait pu dire, évoquant une mauvaise parole de son mari, que c'était une insulte et c'était comme si j'avais reçu une gifle. Donc c'est un exemple classique de détermination symbolique du symptôme avec lequel je crois il ne faut pas trop jouer parce que c'est trop facile, j'en ai plein de dos, etc. On va passer à la troisième phase. Donc la deuxième phase, ça a été l'introduction avec le jeune homme de la dimension homme-femme, disons, et le succès thérapeutique et en termes de savoir remarquable. Avant de passer à la 3, Freud redit à propos de son petit stratagème, que sa méthode devait réussir. Et c'est pour ça, parce qu'il pensait que sa méthode devait réussir, qu'il insiste. Et à chaque fois qu'il insiste pour qu'elle lui dise quelque chose, elle lui dit à la 3e fois, à la 4e fois, et elle finit par dire la chose, et elle dit, oh, je le savais depuis le début, ça n'était pas la peine d'insister. Alors pourquoi, se demande Freud, pourquoi ce silence? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce silence? Il fait 3-4 hypothèses que je ne retraduirai pas parce que il est bientôt l'heure, non? Ouais. Mais enfin, il fait des hypothèses sur ce silence, il n'attend pas simplement que ça passe. Ce qu'il tire de cette deuxième phase, c'est d'une part l'importance, comme donnée théorique générale, l'importance de la résistance, et le fait qu'il faut l'habitude de grouper les occasions où elles se manifestent de façon évidente. Donc c'est toutes les résistantes. Alors qu'est-ce qu'on a appris sur la vérité avec cette deuxième phase? On a appris quelque chose que vous savez tous, que moi la vérité je parle. C'est ce que Freud nous a montré. On peut dire que c'est là que Lacan l'a lu. Bon, est-ce que ça fait, quand la vérité parle, si peu que ce soit, je l'ai dit, ça fait surgir du savoir, quelque chose qu'on savait déjà, d'autres souvenirs, que Freud appelle à ce moment-là des réminiscences, ça fait parler le symptôme, et ça le guérit, au moins en partie, et ça permet d'apercevoir ce lieu qu'on cherche où le psychique se tourne en somatique. Voilà, le psychique se tourne en somatique. C'est quelque chose sur quoi Freud revient. Toutes les 3 pages, c'est ça que je voulais chercher, je ne l'ai toujours pas trouvé.
Donc on arrive à la troisième phase, parce que ça va mieux, mais c'est pas fini. Les douleurs n'ont pas cessé, et Freud tient à continuer son traitement. Au passage, il y a une de mes collègues, férue de techniques corporelles, de bien-être corporel, qui voit que dès que ça va mieux, les gens s'arrêtent, d'aller chez le kiné par exemple, et elle dit, les gens veulent aller mieux, mais ils ne veulent pas aller bien. Et ça me paraît d'une justesse formidable, pas seulement. Donc, mais alors, par quel miracle Elisabeth, elle, reste-t-elle? Eh bien, je ne sais pas. Je vous laisse... Bon, bien sûr, un soupçon... J'insiste sur les raisonnements de Freud, les étapes de la cure. Si vous lisez le truc une fois, vous les voyez. Un soupçon avait germé dans mon esprit, c'est page 122. Mais je n'osais pas régler sur lui ma façon de procéder. Régler sur lui, sur une idée qu'il a, ma façon de procéder. Une observation fortuite, c'est souvent que le réel tombe à pic, vint à bout de ma résistance, d'observation fortuite. Alors ce qui se passe, c'est que pendant qu'elle est chez son médecin, donc chez Freud, on sonne à la porte et c'est le beau-frère qui vient la chercher. Sans doute il veut lui dire quelque chose, elle sort et quand elle rentre, elle donne, sans rien dire, elle donne tous les signes d'une violente douleur. Là, maintenant je suis sûre. Je résolus alors de provoquer un éclaircissement décisif. Et il repose sa question, un petit peu variée. Quelles sont les circonstances et les causes de la première apparition des douleurs? Et là, on voit qu'elle a fait du chemin, c'est qu'elle répond les vacances, ces vacances tournantes dont j'ai parlé 4 fois. Mais voilà qu'elle en parle autrement de ses vacances. Elle parle de son état d'esprit. Et elle se demande si elle va vieillir, une vieille fille solitaire, elle aurait besoin d'amour, elle voudrait un homme comme sa sœur, et même le sacrifice de sa sœur qui a sacrifié sa vie pour complaire à l'homme aimé, à l'aimer, ça la fait rêver aussi. Donc voilà, c'est les idées, là, pour la première fois, elle dit vraiment les idées qu'elle avait dans la tête à ce moment-là. Et toujours réponse à la même question, quelles circonstances et causes de la première apparition des douleurs? Elle évoque quoi? De nouveau la promenade, la grande promenade avec beaucoup de monde. Alors il n'y a tellement pas beaucoup de monde que, en fait, le beau-frère ne l'avait pas quitté pendant toute cette promenade. Il avait d'abord voulu rester avec sa femme malade, et puis elle lui avait dit d'accompagner la petite sœur. Et il l'avait fait, et pendant toute la promenade, ils avaient eu un échange de paroles très intime, enfin ça avait été formidable. Quoi. Elle évoque ça, elle évoque, donc en racontant un peu plus franchement comment c'était, quoi, que ça l'avait beaucoup fait rêver. Sa rêverie du lendemain sur la colline, et le retour de la douleur, et puis le retour de la douleur au bain, où elle dit toujours, il n'y a rien d'autre qu'ils ont habité là. Moi, je pense que c'était un bain rituel. Vous savez que les jeunes femmes juives pratiquantes, dans le milieu de Freud, il y avait beaucoup de juifs pratiquants. Et le souvenir des parents pratiquants n'était pas du tout loin. Donc, une femme qui va se marier, elle va dans un bain rituel. D'ailleurs, les femmes, elles vont tous les mois dans le bain rituel. Quand ils vont se marier, c'est une chose très importante. Bon, c'est une supposition que je fais. Mais je veux dire, il y avait de quoi vraiment tomber malade, quoi. J'ai fait ce que je ne peux pas avoir. Mais, bon, tout ça, donc, elle continue de raconter sur sa vie avec un peu plus de vitalité psychique, si je peux dire. Mais elle ne voit pas ce qu'il peut y avoir de décisif dans le surgissement du beau-frère à l'intérieur de la cure. Elle ne voit pas. Elle continue d'évoquer des souvenirs, des réminiscences. Elle reparle de son inquiétude pour sa sœur, du voyage, de la découverte macabre, terrible.
Alors je ne sais pas si c'est elle, ou il me semble que c'est Freud qui lui demande si elle n'a pas eu une pensée en éclair à ce moment-là, évidemment. La pensée lui est venue en un éclair, maintenant il est libre. Bon. Freud en tire immédiatement la conclusion théorique. Le symptôme résulte du conflit entre une attitude morale et une excitation érotique. Donc ce n'est plus simplement la conversion, c'est le conflit psychique qui est introduit là, à ce stade. Le groupe érotisme a été isolé. Bon, et ça c'est la même explication qu'avant. Le psychique, par là, c'est le psychique, l'investissement, le souvenir de l'investissement érotique, c'est parti dans un coin, et l'affect s'est jeté sur la douleur pour la musique. Et c'est là où il dit, s'il n'y avait pas eu cet isolement, elle n'aurait pas joué le jeu du traitement psychique. Et qui était, donc c'était plus qu'un secret. La raison de son symptôme, l'origine et la raison de son symptôme, c'était plus qu'un secret, puisque c'était isolé. Mais alors, donc Freud lui dit, ben voilà, moi je constate que vous aviez pour votre beau-frère depuis longtemps un tendre sentiment. Il insiste pour qu'elle prenne acte de la nouveauté qui est introduite. Naturellement ou pas naturellement, elle répond en poussant les hauts cris, pas du tout, c'est vous qui me mettez ça dans la tête, jamais de la vie, c'est la famille, bon, enfin ce qu'on peut imaginer, quoi. Mais avec beaucoup de vivacité. Et puis elle dit c'est de votre faute, imputation transférentielle, quoi. Et alors, curieusement, il essaye de la calmer. Elle se laisse assez facilement convaincre qu'effectivement elle est amoureuse, mais il y a quelque chose qui est très difficile à lui faire entendre, c'est que non, elle n'est pas coupable. Premièrement, on n'est pas responsable de ses sentiments, de ses désirs. De la survenue de ses désirs en tout cas. Deuxièmement, sa conduite a été irréprochable. Et ça, c'est ça qu'elle ne veut pas entendre. Elle veut bien reconnaître qu'elle a été amoureuse, mais à condition que le surmoi puisse se déchaîner, puisqu'il est presque plus sévère quand il n'y a que de la pensée que quand il y a de l'acte, puisque en plus, non seulement tu l'as désiré, mais en plus tu l'as même pas fait, c'est vraiment le dernier jour. Ben oui, c'est comme ça que ça résonnait sur nous. Alors donc Freud continue à dire que c'est pas fini. Ces réassurances qu'il lui donne, mais il pense qu'il faut encore abréagir les émois accumulés au cours des années. Et je ne sais pas si c'est de l'abréaction, mais ce qui vient à ce moment-là, c'est le souvenir de tous les petits signes qui sont surgis dans leur histoire commune, au beau-frère et à la petite sœur, dont on pouvait déduire qu'il y avait quelque chose entre eux. Il y avait quelque chose où il aurait dû y avoir quelque chose entre eux. Par exemple, la première fois qu'il est venu dans la maison, c'est ça qui m'a convainc que c'est une histoire de juif religieux. C'est que quand il est venu dans la maison, il a pris la petite sœur pour sa fiancée. Donc il avait été, ça veut dire que c'était un mariage arrangé. Bon, et puis tout un autre genre de choses, une série d'incidents où on voit bien qu'ils étaient attirés l'un vers l'autre, quoi. Et comment est-ce que ça se termine? Alors j'ai laissé la quatrième phase discutable. Donc elle va beaucoup mieux, elle n'a presque plus de douleur, elle va bien, elle est repartie dans sa vie, elle peut marcher dans sa vie. C'est l'été, ils arrêtent le traitement. Alors, je suppose que c'est la première année, ou peut-être la deuxième, je ne sais pas dire. Mais Freud n'est pas content. Il lui dit, c'est pas fini, c'est pas fini. Il n'explique pas pourquoi c'est pas fini. Ou alors je ne l'ai pas vu. Il n'est pas content. Il dit, bah oui, c'est fini, mais sauf que c'est pas fini. Alors ça, c'est pour le développement de la psychanalyse de la suite dans ce c'est pas fini. Mais il y a un épilogue. C'est que, donc, tout va bien, tout le monde repart en vacances ensemble.
deux familles, 3 familles, je ne sais plus. Enfin, non, il n'y a plus que 2 familles, la famille du frère aîné et puis la jeune fille et sa mère. Tout le monde part en vacances ensemble, et voilà qu'au retour des vacances, Freud reçoit un coup de téléphone, une lettre de la mère qui lui dit « Catastrophe, rechute, elle a de nouveau très très mal, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai voulu lui parler de ses problèmes de cœur. Elle est entrée dans une fureur épouvantable. Elle a dit que vous l'aviez trahi, vous, Freud, que vous l'aviez trahi, vous aviez trahi son secret, que c'était affreux, qu'elle ne vous verrait plus jamais de la vie et qu'elle aimait mieux avoir mal. Bon, elle continue à avoir mal. Et alors, curieusement, mais vous allez me dire pourquoi, Freud ne se démonte pas. Il dit « Oh, ben, je suis sûr que ça va passer ». D'où il a été chercher cette certitude. Bon, ça passe effectivement, et puis un peu plus tard, je termine sur l'histoire d'Elisabeth parce que j'ai une question à poser à Wuchang, et après j'arrête. Dans les... Elle va mieux, et puis un peu plus tard, il reçoit une invitation à un bal, et il y va pour la voir danser. C'est une danse rapide, et puis elle se marie avec un étranger. On n'en parlait plus. Bon. Je répète ce qu'il dit. Alors, dans la discussion critique qui vient après l'exposé du cas, il y a quelque chose que j'ai relevé. C'est une façon de revenir sur cette question de conversion et de secret. Il dit, dans le cas d'Elisabeth, la conversion était incomplète. C'est-à-dire que le symptôme il avait sa place, il tenait beaucoup de place, mais quelque chose du souvenir de l'investissement refusé pouvait être présent de temps en temps. Il existe des cas, dit-il, de conversion complète. Alors ça m'a fait penser au somatose d'Ushang. Conversion complète qui reconnaît au fait que le malade dit que dès que le symptôme est apparu, il n'a plus jamais pensé à ce qui pouvait l'avoir causé le symptôme. Voilà. Je laisse Wuchang répondre, mais je veux quand même... la fin que j'avais prévue, c'était quand même sur Lacan. Je vous donne les références. Discours de Rome, fonction et champ de la parole et du langage, page 254-256. Et ce qu'il dit et qu'il soutient, et c'est une chose très très simple, c'est il demande pourquoi est-ce que Freud veut absolument que l'anamnèse soit complète et précise et juste. Et pourquoi est-ce qu'il cherche tellement l'anamnèse? Est-ce que c'est la réalité du traumatisme qu'il cherche ou c'est quoi qu'il cherche? Et Lacan répond, ce qu'il cherche, ce qui compte, ce n'est pas que l'anamnèse soit complète, c'est pas ça, c'est pas la réalité. Ce qui compte, ce qui fait par exemple qu'une guérison hypnotique peut guérir, qu'une hypnose peut guérir un symptôme, c'est que ça a été verbalisé. À l'époque de Freud, dit Lacan, on ne pensait pas du tout, on ne pouvait pas penser que le langage soit un domaine sui generis, un champ spécifique. On le voyait toujours soit collé à la réalité, soit éloigné de la réalité. Mais non, ce que Lacan apporte, c'est que le langage, c'est un champ, et un truc avec des propriétés particulières, et que c'est là-dedans que nous vivons, comme le poisson dans l'eau, ni mieux ni mal. C'est-à-dire que si on n'est pas là-dedans, on n'est pas là. On n'existe pas. Bon, et puis, page 254-256, vous pourrez regarder ça. Et après, peut-être que vous comprendrez mieux la chose freudienne, et puis même la science et la vérité, mais qui est alors là un exposé extrêmement philosophique, extrêmement cultivé. Voilà. Wuchang, à toi. Merci pour reprendre Elisabeth. Déjà, je veux dire que lorsque nous avons voulu aborder la question de la guérison, on a un petit peu discuté, et puis
on a mis un sous-titre, La vérité et la psychanalyse. Et là, c'est particulièrement net. On est en train de glisser totalement de la guérison à la vérité. On ne glisse pas, c'est la vérité guérie. C'est la thèse de Freud. Charcot écrit ce livre qui s'appelle La foi qui guérit, et Freud dit non, c'est la vérité qui guérit. Cela dit, ils ont raison tous les deux, parce que la foi c'est le transfert, et la vérité c'est le langage de la parole, la lettre. Voilà. Pardon. En même temps, c'est assez compliqué la vérité, mais là par exemple, la guérison c'est le symptôme qui disparaît. Ah non, non, c'est pas que le symptôme qui disparaît, puisque les associations s'ouvrent, le savoir revient, la possibilité de vivre. Non, non, c'est pas le symptôme qui disparaît. Donc, je veux dire, dans la guérison telle que la première fois Freud l'a dit, bon, enfin, ça se discute. C'est quelque chose que je voulais montrer, c'est pas ça du tout. D'accord. Même si ça l'intéresse pas de le remarquer, mais il le remarque quand même. Tu as dit, tu as parlé de la vérité avec le point de conversion. C'était donc cette bascule à ce moment-là, parce qu'effectivement, alors si je peux l'entendre comme tu dis, c'est que il y a conversion, la conversion est élevée, et il y a une nouvelle conversion, si on peut dire, vers justement une ouverture vers l'extérieur, vers une construction psychique. Je ne sais pas si on peut l'appeler du savoir ou pas seulement du savoir. Pour aller un peu vite. Bon, d'abord un petit mot sur Elisabeth. Là, je crois que là, ton exposé a bien montré au fond quelque chose de très jeune fille de bonne famille. C'est très timoré, c'est timide, c'est réservé. Pour celle-là, ça doit être. On ne sort pas. Et au fond, les quelques hommes qui sont dans le circuit, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le père, il y a le fiancé qui a frôlé comme ça, il y a le beau-frère, il y a Freud et un petit garçon. Oui, enfin bon, il y a peut-être plus de monde que ça, mais enfin, il y a quelques contacts qui sont très ténus. C'est pas incestueux. Si tout est incestueux, dans toutes les relations, à plus ou moins de distance. Là, on a quand même quelque chose, on a l'impression que son premier amour, non, le premier amour, c'est son père, manifestement. Et là, tout ce qui approche de son père et de la rivalité avec la sœur, le beau-frère, la culpabilité et la fixation à son père, qui est là quand même. Bon, l'épouvante quand elle arrive chez sa sœur, enfin, Freud qui lui touche le front, il y a quelques frôlements, quoi. Bon. Et là, il y a, une fois que la douleur est un peu levée, elle sort. Je dis, elle commence à marcher et à sortir. Bon. Alors, pour aller directement sur la question, parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, sur la somatose. Je te remercie de reprendre ça. Pendant le colloque, j'en ai encore parlé, mais je me suis arrêté en chemin, disons. D'une certaine façon, j'en ai un peu marre, parce que j'ai l'impression de radoter, parce que ça fait 30 ans que je parle de la même chose. Et tu vois, c'est comme Charcot. J'aurais dû avoir vu ça depuis 30 ans, je ne l'ai vu que depuis 2 ans. Moi, je suis comme ça aussi. Alors, parce que ce que je veux dire dans la somatose, c'est quand même... Alors, tu dis... c'est autre chose qu'une conversion complète. Voilà. Une conversion totale. Voilà. Tout est passé dans le corps et il n'y a plus rien dans la tête. Voilà. Alors bon, ça rejoint, parce que moi, je mets ça comme un point de psychose ou alors une psychose qui occupe vraiment une énorme partie du champ. Effectivement, là, c'est quelque chose d'une psychose somatique, je dis, qui n'est pas avec
À l'origine, effectivement, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de représentation de sens, il n'y a pas de représentation de grand autre qui essaye de s'installer peu à peu. Mais là, on a quelque chose qui est dans une fixité qui ne peut pas se lever. Il n'y a pas de changement. Alors non, il n'y a pas de changement par une acquisition d'un processus causal, d'un traumatisme, etc. Parce que, encore une fois, il faut beaucoup de préliminaires dans ces choses-là. Je parlais de la relativité de la nosographie. Je parle de... D'accord. Il faut reprendre précisément de ce que c'est que les mécanismes qui amènent à la psychose, les mécanismes de la névrose. Et là, on le voit tous les jours, je parlais de la clinique médicale, la clinique du corps. Les hôpitaux sont remplis de ça. Et il faut savoir, la psychose, qu'est-ce que c'est là-dedans? La psychose, c'est quand même le bain quotidien de chacun, de la société. Et il y a des moments de fracture de la question imaginaire qui produit cette explosion ou cet enracinement dans le corps. Et là, on est vraiment, vraiment ailleurs. Et là, la métaphore est impossible. La métaphore est strictement impossible. Il faut des années. Lacan dit le chemin qui va du trauma au fantasme. Ben voilà, il faut je sais pas, 20 ans, 3 générations, je sais pas, pour faire ce chemin-là. Dans ces questions psychotiques du corps, eh bien, et l'expérience le prouve, et là, tu citais l'histoire de Charcot, il a fait un texte là-dessus, sur ces miracles. Hein. Et là, c'est passé d'un état imaginaire fou à un autre. Une restauration par une autre folie. Et Lacan a beaucoup développé cette histoire de quatrième rond et d'étayage qui, par le symptôme, et justement, il n'a pas dit symptôme, hein, justement, le symptôme qui permet de tenir cette affaire, parce que la forclusion, il semble que c'est comme le métro, au-delà de cette limite de temps, d'espace, on ne peut pas y revenir. Votre parole n'est plus valable. Non. La parole du nom du Père qui était là n'est pas valable, point. Et à partir de là, bizarrement, on n'a que de l'étayage. On n'a que du déplacement. Alors on peut appeler ça comme on veut. Peut-être quand même pas de la conversion parce que c'est extrêmement connoté. Mais, alors cela dit, il faut tempérer cette radicalité que j'annonce là, le tempérer en faisant quelque chose d'étrange également dans les structures, c'est que coexistent un certain nombre de positions et de conformations psychiques chez chacun. Bizarrement, chez chacun, il y a de la psychose, il y a de la névrose comme ci, et ça change au long de la journée, non seulement au long de la vie, mais ça change au long de la journée en fonction des situations, des gens qu'on a en face. Par exemple, vous avez, je reprends un exemple très simple, vous avez une femme tout à fait bien sous tout rapport, qui est en voiture, très gentille, machin, et puis tout d'un coup elle se retrouve dans un embouteillage bizarre, et elle rentre dans une furie, et les insultes fusent. Bon, alors admettons que ce ne soit pas une jeune femme, que ce soit un homme, sort la manivelle, et on tape sur l'autre dans un moment qui est quand même... alors, comment on peut le qualifier? Mais là, c'est un moment fou. Bon, on peut gloser sur le sommeil, on peut reprendre Lomolou, où Lacan dit « Ah bah oui, bah c'est de la psychose ». Mais non, c'est pas de la psychose. Alors, hein, mais en tout cas, c'est une phase psychotique. Eh bien, voilà, chez chacun. Et ce qui se passe dans les somatoses, qu'on voit à l'hôpital tous les jours, c'est ça qui fait l'hôpital, c'est qu'il y a l'imaginaire totalisant qui est fracturé à un moment pour une chose ou pour une autre, et sur lequel on ne peut pas revenir non plus,
Alors, on peut appeler ça de la psychose blanche avant, de la psychose compensée, par un travail, par une relation de couple, par une réussite quelconque. Et à partir de là, il y a une fracture de cet imaginaire qui pourtant ne cède pas, parce que l'imaginaire, tout, il persiste, et un essai de développement d'un petit bout d'imaginaire vers un chemin vers le fantasme. C'est là le dédoublement de l'imaginaire dont parle Lacan. Qui est la partition, dit-il, de deux infinis. Alors, là, je suis... on a ça tous les jours à l'hôpital, on n'a que ça. Et c'est pour ça que je dis que le trou de la Sécu, c'est un trou structurel, parce que c'est le trou du réel qui ne peut pas être comblé. On peut aller à l'infini, c'est impossible. Simplement, c'est à nous de trouver, effectivement, une théorisation suffisante qui permette de qualifier un peu ce qui se passe dans ces guérisons, entre guillemets, ces étayages, ce quatrième rond. Alors, par exemple, on a Philippe Julien qui disait la psychose, entre autres, il disait la psychose ne se guérit que socialement. Effectivement, là, donc en tout cas, je veux dire qu'entre l'hystérie, la conversion hystérique, dans laquelle la métaphore, cette vérité-là, permet de lever la question et de poursuivre la structuration psychique, nous sommes d'une certaine façon radicalement séparés de ce qui est dans la somatose, la psychose somatique. C'est toute la question, parce que tu vois arriver Elisabeth au bout de la première phase du traitement. Elle a raconté sa vie, elle a dit tout ce qu'elle savait, elle est un peu plus que ça, et il n'y a aucune amélioration, et elle a quand même ses jambes douloureuses qui l'empêchent de marcher depuis, pas des ailes de géant, depuis 2 ans. Oui. Oui. Alors, j'ai demandé plusieurs fois comment ça se fait qu'elle continue à parler à Freud, alors que les améliorations sont vraiment très ténues au début. Oui. Donc c'est ça qui ne se passe pas dans le cas que tu dis. Alors, parce qu'elle lui cause avec ses jambes. Hein? Les gens parlent, elle lui cause avec ses jambes. Oui, oui, mais elle, Elisabeth, elle cause. Mais moi, je demande ce que Houchang veut dire avec sa somatose, parce que ce n'est pas une conversion hystérique. Tu vois arriver une dame qui souffre horriblement des jambes depuis 2 ans, qui a tout essayé, rien n'a fait. Tu peux te tromper. Oui, oui. Enfin, comment tu vas... je crois que elle lui cause avec ses jambes seulement à la 2e phase. Je crois que la différence, alors on peut dire une autre différence entre ce qui est hystérie et somatose, elle vient le voir, c'est que la fixation dans l'hystérie, dans la névrose, la fixation peut être levée par justement ces métaphorisations. Et dans la psychose, le problème, c'est que la fixation, elle est très difficile à lever. Elle est bloquée, c'est-à-dire qu'il ne dispose pas des mécanismes psychiques, comme le névrosé, qui permettent de prendre appui sur des points de capitaux pour lever cette fixation, pour passer à une métaphorisation, à un autre circuit. Effectivement, il y a quelques personnes qui ont développé des comme ça. Nasio je crois, parler de forclusion locale. Je crois qu'on est obligé de prendre dans la structure de la personne un certain nombre de points de castration et justement, de toute façon, sur un fond de psychose ou des points justement de forclusion. Alors on peut appeler ça local ou je ne sais quoi, mais manifestement, il y a plusieurs places dans la structure de chacun. Et la structure n'est pas individuelle puisqu'elle est en relation avec d'autres. Et c'est justement ça qui guérit, entre guillemets, dans la psychose. Moi, ce qui m'a intéressé dans l'histoire d'Elisabeth, c'est aussi ce que Freud raconte sur ses pensées, comment il s'y prend. C'est pas simplement qu'est-ce qui se passe pour lui, comme ça, vu de loin. Il est tellement près de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il peut, en tout cas, remarquer.
il pense dessus, il essaye. Quand il a une idée, ça ne consiste pas à la dire au patient, mais je vais baser sur cette hypothèse ma façon d'intervenir. Ouais, d'ailleurs, je voulais insister là-dessus. D'ailleurs, ça, c'est vraiment l'école Charcot. Et ils ont fonctionné pendant un certain temps exactement comme ça. Ils s'adaptent, ils cherchent, ils discutent, ils réfléchissent. Et là, il a fait vraiment comme Charcot. Et tu penses qu'on ne fait plus comme ça aujourd'hui? Peut-être pas toujours. Hein. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'on peut comprendre, c'est comment on s'y prend pour faire avancer le patient. Voilà, c'est ça que j'ai voulu souligner avec Elisabeth. Alors, avec une hystérique, c'est comme ça. Peut-être qu'avec d'autres, c'est autrement. Je suis sûre que c'est autrement. Nous allons remercier Daniel Lévy en votre nom et en mon nom personnel.